Chut! Chut! Écoute, je commence et tu viens fermer les portes si tu m'entends bien. Je commence.
15 fois qui a fermé la porte pour que c'est comme un petit qui a pas de comme ça. 15 fois. La nuit où l'archevêque mourut, Sissi mit bas. Elle donna naissance à 3 chiots qui ressemblaient à des souris grassouillettes. Cela faisait des jours qu'elle ne quittait pas. Elle donna naissance à 3 chiots qui ressemblaient à des souris grassouillettes. Cela faisait des jours qu'elle ne quittait pas l'esprit de Vicentius. Il attendait. Il ne restait plus de noisettes dans la poche de sa soutane. Ces diacres solitaires allaient et venaient dans le monastère et elle courait derrière lui, le ventre gonflé, la respiration courte, vouée à suivre ses pas vers la cuisine, sur les parvis, dans les jardiniers retournés à l'état sauvage et sur la terrasse aux croix. Notre-Dame d'Akrotiri était un petit monastère bâti au nord de l'île, éloigné du village et de la ville principale, sur les flancs boisés de la montagne aride et sombre au bord du noir rocher vertical. La mer venait presque le lécher. À sa base s'entendait une place isolée où, à demi fermée, maintenant au pied de la pinède, bâillaient les trous des anciennes mines de charbon. Comme deux énormes yeux ensommeillés, ils regardaient les détroits qui, de l'autre côté, baignaient les côtés d'Asie mineure. Tout autour subsistaient encore les terrasses couvertes de verdure, terre que faisaient vivre autrefois des moines imprégnés par les emprunts salés. Jusqu'à la mer en contrebas, ils avaient dompté la montagne rocheuse et difficile d'accès qui entourait les monastères. Ils avaient alors soigné et entouré des roseaux les vignes, les vignes, oliviers et arbres fruitiers, jardinets et herbes médicinales pour les protéger de la rigueur des vents froids qui, de tous côtés, frappaient impitoyablement les rivages. Ils avaient construit des murets de pierres sèches en les assemblant une à une pour retenir la terre. Ils avaient dressé des abris rudimentaires pour protéger leurs têtes contre le soleil ardent et les bourrasques de pluie. Ils avaient fabriqué des citernes et creusé de petites rigoles pour recueillir et diriger vers les jardins les eaux qui, çà et là, ravinaient les chairs de la montagne. Des sources semblables à des plaies fraîches qui saignaient depuis des années et avaient formé là un lac bleu entre les deux côtés. Autrefois, le petit monastère était une fourmilière. Dès l'aube, des ombres noires se faufilaient en hâte, creusaient, semaient, arrosaient, vendageaient, moissonnaient, bénissaient les mineurs à peine réveillés, qui aussi arrivaient rapidement, et, tenant à l'épaule les ballots contenant leurs casse-croûtes, descendaient sans enthousiasme vers les rivages pour aller travailler dans les galeries. Toute la journée, la montagne retentissait du bruit des pioches. Les hommes en soutane intaillaient sa chair pour nourrir les semis, tandis que les travailleurs en noir, tels des insectes fouisseurs, trouaient ses entrailles de plus en plus profondément pour récolter le charbon. Et quand la nuit tombait, tous ces ouvriers, chargés de leurs affaires noircies, remontaient d'un pas rapide et changeant à peine quelques mots pour retourner au village, se lavaient et boire au café leur salaire journalier. D'autres avaient hâte de passer la veillée auprès de leurs femmes et d'épuiser là, dans la chaude galerie de la vie, en mugissant comme des bêtes sauvages, l'énergie sauvegardée malgré la peine de la journée. Les moines, eux aussi, regagnaient alors leur antre pour rendre grâce à Dieu et reposer leur corps maigre sur la planche nue qui leur servait de lit, dans la pénombre de la cellule qui ne connaissait d'autre gémissement que celui des ressacs sur les rochers. Tantôt sourd, tantôt tumultueux, le bruit s'est mêlé au murmure de la psalmodie et montait vers le ciel avec les parfums de l'encens et les fruits de la terre en l'honneur du Père de l'univers. Je vous donne quelques lignes en grec aussi
Τη νύχτα που πέθανε ο Αρχιεπίσκοπος γέννησε η Σύση. Έκανε 3 κουτάβια σαθρεμένα από ντικάκια. Ο Βικέντιος από μέρες την είχε κατά νου. Περίμενε. Είχαν σωθεί τα φουντούκια στην τσέπη του ράσου του. Πήγαινε ερχότανε μες στο μοναστήρι, μοναχικός διακονητής, και εκείνη φουσκωμένη έτρεχε βαριανά σένοντας από πίσω του, ταμένη να συντροφεύει τα βήματά του στο μαγειριό, στο προάβλιο, στα αγριεμένα πια κυπάρια και στην πεζούλα με τους σταυρούς. J'ai découvert Yannis Makridakis grâce à notre amie et adhérente Monique Lirance qui me l'a fait découvrir à Paros au stage organisé par l'association Athéna. Je crois, si je me trompe, elle va me dire, je crois qu'elle a trouvé, elle a découvert Makridakis grâce au stage à Chios organisé par Odyssée Périple Découverte par notre collègue et ami Giorgos Kostakiotis. Cette rencontre me suit encore, malgré, comme dans toutes les amitiés, les différends ou les discussions parfois très animées que j'ai eues avec cet auteur. Makridakis, il est beaucoup plus jeune que moi, il est né en 1971 à Chios, il a étudié des mathématiques. C'est assez intéressant qu'on voit de plus en plus de gens dits des mathématiques, des matheux, qui sont finalement, qui ont voué leur vie à l'écriture. Il a fondé en 1997 le Centre des études de Chios avec comme objectif la recherche, l'archivage, l'étude et la diffusion des documents sur l'île, et il dirige la revue trimestrielle Pélinéa. Il a écrit plusieurs livres, certains livres d'études sur Chios, mais surtout des livres de fiction, des livres de romans, de nouvelles, qui sont toutes étudiées, et tous les livres sont édités aux très jolies petites éditions à la collection de littérature grecque moderne des éditions Esti à Athènes. Notre amie Monique Lirance a travaillé par amour pour cet auteur à la traduction de Makridakis, à la traduction du fond droit de la soutane, au fond de la poche droite, Sidexiatse Epitourasou en grec, Idexiatse Epitourasou, et je l'ai suivi dans cette belle aventure traductologique, qui est une aventure très difficile, une aventure qui exigeait non seulement une grande connaissance du grec moderne, mais aussi des recherches sur les questions théologiques et du vocabulaire de l'orthodoxie et de la vie monastique. Ces livres, dont je vais vous parler un peu plus tout à l'heure, a reçu un refus des éditeurs français qui croyaient que ce type de livre ne peut pas passer en France. Et c'est un livre très difficile et un livre qui n'intéresserait pas les Français, puisqu'il est un livre qui parle des monastères, des moines et toutes les difficultés et les bonheurs aussi de cette vie monastique. C'est assez intéressant parce que cela touche à la question de la laïcité et du problème de thématique qui pourrait déranger les maisons d'édition classiques en France. Cette maison d'édition, une maison d'édition parmi d'autres, c'est Sabine Vespézer, éditeur, qui a aimé le texte de Makridakis, mais a demandé à Monique Lirance de traduire d'abord La chute de Constantia, qui est un autre texte de Makridakis très important, très différent, qui a eu un certain succès d'estime, comme on dit, pour revenir à l'édition de la poche, au fond de la poche droite, qui a été réédité après Vespézer par les éditions Cambourakis, où vous pouvez le trouver maintenant.
Je commence par la suite de Constantia en vous donnant un extrait. Allez, encore, son ombre lui chantait les mêmes refrains. Maintenant, il fouillait dans les vieilles histoires de son enfance. Quelle sorte de lettres lui avait-il donc postées? Ayant grandi dans l'île, il n'avait jamais vu de Turc, lui écrivait-il, seulement chaque soir les lumières de la côte d'en face. Sa mère lui disait en chuchotant que là-bas, c'était la Turquie, et l'enfant qu'il était éprouvait un peu de frayeur, tellement ils en avaient appris à l'école sur les sauvages qui avaient massacré autrefois leur île, ne trouvant alors que Canaris pour y poster et lancer des brûlots contre Kara Ali et sa flotte. Il avait entendu tellement d'histoires racontées, il avait entendu tellement d'histoires racontées par son grand-père qui était lui-même d'en face, c'est-à-dire qu'il venait de l'autre côté, alors petit garçon, en 1922, quand les hordes à cheval massacraient les Romiotes dans les rues d'Esmyrne, qui ne savaient rien d'autre de la Turquie, écrivait-il. On la nommait rarement à la maison ainsi que dans toute l'île, en face par-ci, en face par-là, comme les malins que personne n'appelle par son nom, mais que tout cela est bien écrit. Constantia fut finalement absorbé et lui, sans plus penser à mal, il n'avait rien entendu dire de bon sur le pays d'en face, lui écrivait-il. Rien de joyeux, il ressentait de la crainte en voyant les montagnes, mais aussi les plages d'en face. Et essayait en vain de les observer à la jumelle lorsque le temps était clair, au cas où il distinguait quelque sorte d'hommes foulés le sol là-bas. Un tout petit bout de mer les séparait, mais c'était suffisant pour que l'un ne vît pas la trogne de l'autre en face. Constantia s'évada un moment de sa lecture, se suivant alors de ses annonces des années d'enfance à Ténédos. Un petit ruisseau séparait aussi les villages en deux. D'un côté les Grecs, en face les Turcs, et rien ne les rapprochait. Une école pour les Grecs sur une rive, une autre pour les Turcs sur l'autre. On les appelait aussi ceux d'en face, mais elle ne se souvenait de rien d'autre, seulement des choses éparses. Elle-même, elle était partie tôt. C'est une petite fille de 10 ans qui monta à la ville. Elle n'avait plus aucun souvenir de la vie là-bas, seulement de temps à autre, celui de son regretté père qui lui racontait des histoires sur la vie dans l'île du temps des Grecs. Ténédos fut grec pendant 3 ans et c'est seulement sur ces années-là qu'il avait des histoires à raconter, comme si c'était la plus longue période de sa vie, du temps des Grecs. Que peut-on dire? J'aime beaucoup Makridakis parce que dans une approche prétendument légère, très sentimentale, extrêmement humaniste, raconte des choses, traite de sujets très graves. Et je suis assez étonné, tout en la respectant, à la réaction d'une de nos interromps et amis qui a dit que Makridakis, c'est une écriture facile, c'est de la littérature facile. Ce n'est pas une littérature facile, pas du tout. C'est une littérature très riche qui sait s'adresser à un public large. Notre grand ami qui signe avec son nom de plume, Vince, au très beau site que je vous recommande, Exigence Littérature, a fait une très belle critique, je vous lis, une belle leçon donnée à sa belle-mère. Yannis a épousé Anna, fille de Constantia, mais Yannis est aussi le prénom de l'auteur de ce roman plein d'humour. Ce que Yannis écrit à sa belle-mère nous raconte l'histoire difficile de la Grèce et de la Turquie. Constantia est restée à Constantinople. Malgré les pogroms organisés en 1955, elle, grecque de la ville, vous voyez, c'est très difficile à traduire Constantinoupoli, Poli. On a eu des problèmes aussi. Monique Lérance a cherché beaucoup à trouver comment elle va traduire Romy, qui est la Romiote, est inquiète et furieuse. Tour de force de ce roman qui de nous entraîner dans ce labyrinthe d'un trait de la première à la 179e page, à paix que nous sommes par l'envie de savoir ce qu'il en est exactement de la généalogie de ce gendre qui menace dans sa belle-mère, que la vérité attendue ne peut être que terrible, au moins pour elle. Et pourtant, c'est mille et une précautions de la part du Turc pourrait n'être qu'une ruse.
On laissera le lecteur découvrir cette intrigue portée par une langue serrée qui retient l'attention de bout en bout, ne laisse pas le temps de respirer, on porte. J'ai fait une petite remarque, c'est pour ça que j'ai lu des critiques en Grèce, j'ai lu des critiques en grec par des Grecs, des lecteurs grecs qui disaient qu'il y a un problème parfois de rentrer dans le texte par la structure du texte, par les très grands paragraphes, par la ponctuation utilisée d'une manière nouvelle, d'une manière différente de ce qu'on a d'habitude, et en même temps, c'est là qui donne, je ne vais pas lire toute la critique est fantastique, je vais vous demander d'aller à Exigence Littérature et chercher de nombreuses critiques sur la littérature grecque moderne. Ce qui est très joli, c'est que ces textes difficiles, magnifiques, la suite de la Constantia, vous avez compris que notre ami Monique Lérance essaye de faire un parallèle entre la chute de Constantinople et la chute de Constantia. On avait un petit doute, on pouvait peut-être dire la prise de Constantia, mais c'est autre chose. C'est la chute, c'est une chute qui a aussi une image théâtrale. C'est pour cela que ce très beau texte a été adapté au théâtre par une grande dame de théâtre grec, Anna Vagena, qui a joué avec Eleni Gerasimidou, une autre actrice bien connue, et Vassilis Palaiologos, qui joue le rôle du gendre, et que dans cette adaptation au théâtre, je vous ai mis sur la page Facebook de Phonigraphie une très belle vidéo sur YouTube avec des extraits de la représentation et des extraits des interviews avec les trois acteurs, et que cette adaptation théâtrale, il a fallu faire une légère adaptation pour que ça passe vraiment comme un dialogue, était fait par Christos Valavanidis, un autre homme de théâtre très connu, et je vous en passe les détails. Je vous donne deux autres petits extraits de Constantia, la suite de Constantia, qui nous rappelle la série de conférences aussi organisées par la communauté hellénique sur les Grecs de l'étranger, les Grecs de la diaspora, et on a eu deux conférences déjà sur les Grecs de Constantinople, les Romiotes, et sur les événements 1955. Constantia s'arrêta. Elle et son ami se regardèrent. Moi aussi, je suis embrouillé, mais j'ai compris les faits, murmura Vangelia, d'un air sceptique. Pourtant, il me semble que quelque chose ne colle pas, dit-elle, et son regard trahissait une profonde réflexion. Mais continue à lire, et après je t'en parlerai. Voyons ce qu'il a d'autre à nous raconter. Constantia obéit et recommença. Akan et Eleni habitaient à Ferikoi, écrivait Yannis plus bas. Tous les Romiotes du quartier aimaient les gendres turcs. D'ailleurs, il les connaissait depuis qu'il était petit, et lui, de son côté, les aimait aussi. C'était un jeune homme courageux, il avait du cran. Et d'ailleurs, ce soir du 6 septembre 1955, il y avait déjà 46 ans, quand les fauteurs de troubles sont venus brûler les maisons des Romiotes du quartier, il est sorti dans la rue et s'est planté devant eux, un pistolet à la main. Ici, il n'y a pas de Romiotes, leur a-t-il crié. Partez d'ici. Ici ne vivent que des Turcs. Dans tous les quartiers, ce sont des Turcs. Toutes les maisons sont turques. Ils ont fait demi-tour et sont partis, ces sauvages, comme tu dis toi aussi, ma chère Constantine. Ceci haussa la tête d'un air tourmenté et se rappela elle aussi ces jours funestes. Elle était à Andigoni, dans la maison de campagne de ses patrons. C'était une petite enfant de 10 ans, mais un jour, elle avait entendu les Romiotes parler de Mahmoud le Turc de Baloukli et de tous les hommes valeureux de l'île qui étaient descendus au queue avec les armes et n'avaient pas laissé débarquer les sauvages venus pour brûler et piller, ne les avaient pas laissé amarrer les bateaux, ceux qui avaient sauvé l'île. Et s'il n'y a eu aucune victime, c'est grâce à ces braves Turcs qui sauvèrent alors les Romiotes du même village ainsi que leurs biens. C'est à cela que pensait Constantia, et sans se rendre compte, elle avait arrêté de lire une nouvelle fois. Ça peut vous paraître bizarre, mais moi je vais vous parler de la désobéissance civile cet été qui a sauvé les villages des incendies des forêts sur l'île de Bé. On voit l'histoire se répéter, mais on voit aussi la beauté de l'écriture de Makridakis qui, en parlant d'un sujet, nous amène à plein d'autres histoires extrêmement touchantes. Quant
au fond de la poche droite de Makridakis. Je voudrais vous lire aussi la critique de mon ami Penvance à Exigence Littérature, où il dit « Cette fois, s'il ne manque pas, l'humour cède la place à la tendresse humaine pour contrebalancer la rigueur monastique dont Vassilis Vikendios, c'est son nom de moine, se détache imperceptiblement. » Makridakis se définit agriculteur, pourrait bien avoir choisi le paysan Marcos pour le représenter, celui qui avait offert au moine une petite chienne pour lui tenir compagnie, le passeur d'humanité, celui qui vous fait comprendre qu'avant tout, avant la religion, ses rites et ses croyances, nous avons besoin de nous rattacher au vivant, que la mort d'un chiot pour un homme fût-il devenu moine, est tout aussi, sinon plus importante que celle de l'archevêque d'Athènes. Sans jamais décrire la religion, en faisant sentir combien elle fait partie de la culture grecque, mais en montant aussi les humaines ambitions de religieux, Makridakis plaide pour un lâcher-prise et une redécouverte de ce qui est l'essentiel à l'homme. On aura remarqué que le monastère est en ruine, que petit à petit les vieux moines sont morts sans que de jeunes moines viennent les remplacer. Vikendios ont fait supporter la responsabilité au rigorisme du supérieur. Tout est dit. Ainsi, l'auteur peut-il à la fois célébrer la beauté du monde, ce n'est pas un hasard si la toute dernière phrase du roman est « Tout était beau », mais aussi s'en prendre à l'odeur fétide de la vie sociale. En ne retenant que la trame du roman, on aurait pu lire l'histoire des misanthropes qui préfèrent la compagnie de son chien à celle des hommes, et c'est tout le contraire que nous donne à voir ces récits touchants, l'histoire d'un homme qui délaisse les conventions sociales, y compris cléricales, pour la beauté de la vie. Non pas un retrait du monde, mais une réappropriation de ceux qui ont fait la richesse. Lisez ce court roman, tout plein de tendresse, vous serez pris au piège d'une écriture grecque, un des récits parfaitement maîtrisés, vous ne les regretterez pas. Qu'est-ce que cela pourrait signifier dans une critique, une écriture grecque, c'est-à-dire une écriture qui a beaucoup de non-dits, beaucoup de sous-entendus, une écriture qui passe, qu'on doit lire à travers les lignes pour comprendre ce qui a été dit, parce qu'un Français qui ne connaît pas que, par exemple, dans un monastère d'hommes, de moines, une chienne ne pourrait jamais avoir droit de rentrer dans le monastère. Comme au Moatos, les femmes sont interdites, mais aussi les animaux femelles. Alors, vous voyez que finalement, Makridakis joue avec à plusieurs registres. Il change énormément. Ce n'est pas du tout simple. C'est un livre qui pouvait être accusé par certains d'un livre qui a affaire avec la religion, mais en même temps, c'est un livre qui dénonce certains côtés de la religion, qui devient parfois une religion qui casse un peu l'humain à force de vouloir l'unir avec Dieu. Et moi, je trouve que c'est une écriture pas du tout facile, plein de sentiments, plein de beauté, et surtout avec un énorme respect de la nature de l'île de Chios. Et quand il décrit la nature autour du monastère, les murs de pierre sèche, comment il faisait la culture, finalement, il raconte la vie de toute l'île, des agriculteurs, des éleveurs. Vous savez qu'à Chios, il y a la Mastija, dans le sud de l'île, on dépasse du monastère. Et c'est tellement bien écrit, on a tellement des images qu'en 2009, en 2018, excusez-moi, les livres, 2009 c'est le livre, 2018, on a le réalisateur Yannis Lapatas qui a travaillé plus pour la télévision. Il a transformé les livres, il a adapté les livres à un très beau film que nous essayons de projeter en France à une projection privée pour les membres de l'association, les amis de l'association. L'adaptation du scénario, c'est Stella Vassila Donaki. Vous trouverez sur notre site la bande-annonce du film. Le Gerasmos Karesis, un très grand acteur, joue le villageois qui a offert la petite chienne, et Vikendios est joué par Theodoris Andoniadis, qui est un très beau jeune acteur qui monte, qui a joué au théâtre d'art de Carolus Kuhn, qui a joué aussi à la télévision, et que nous avons quelques scènes dans ce film, comme par exemple quand il apprend la mort de la chienne, il y a un cri
qui va vers Dieu. Il y a une unité entre la terre où nous vivons et Dieu qui est vraiment d'une tendresse, je ne peux pas dire. Ça déchire les spectateurs si on a envie de regarder ça et on ne voit pas les détails et les grandes phrases, etc. Même moi qui a travaillé un peu, qui a suivi, je n'ai pas travaillé, j'ai suivi avec énormément de plaisir notre amie Monique Lérance à cette aventure de traduction. J'ai pleuré, j'ai fini, quand elle a lu la fin du livre, de chaudes larmes ont rempli mes joues parce qu'il y avait une énorme beauté. Et si certains des lecteurs s'identifient à Vikendios, d'autres s'identifient à son ami villageois, moi je m'identifie aux deux jeunes, on ne sait pas exactement leur rapport entre eux, qui viennent rendre visite, qui viennent voir les monastères, rencontrer les monastères, et finalement, ils ont une grande discussion avec Vikendios qui fait une sorte de confession à ces deux jeunes, qui leur explique le malheur de sa vie, les mauvais côtés de la vie monastique, tout en admirant sa vraie vie du monastère. Et je ne vous cache pas là, je ne vais pas vous dévoiler la fin du roman et la fin du film, qui est vraiment d'une tendresse énorme. Je vous donne un dernier extrait, deux derniers extraits, et on finit. Tu arrivais à ne pas manger et à faire les besoins du monastère, parce que là, il parle aux deux jeunes qui sont des intellectuels d'Athènes, je crois, de Thessalonique, et qui lui demandent comment il a vécu. Il dit que la vie monastique est très, très, très difficile. Et comment donc pouvais-je faire autrement? Tous étaient des anciens et les supérieurs étaient très rudes. Ce que j'ai enduré ici, on ne peut pas se le figurer. J'étais sacristain et chaque matin, je devais ouvrir, allumer les lampes à huile, préparer le programme matinal. Après, j'ai été cuisinier et j'ai dû m'occuper des animaux et des jardins. J'allais chercher de l'eau pour les plantations avec Iakovos et Gerasimos. Il y avait aussi des poissons dans la citerne. On produisait des fèves, des oignons, des aubergines, des légumes de toutes sortes. On avait beaucoup de fleurs, mais j'ai eu toutes les peines du monde ici. J'ai souffert, je souffre encore. 23 ans, il soupira et s'arrêta. Il caressa les cieux et fatigué les regarda. J'ai tiré la plus grande joie de mon service de moine, dit-il peu après. Vous voyez, ce n'est pas du tout monocorde. C'est ni contre ni pour. Tout personnage, le villageois qui vient, il a l'air parfois un peu brut, mais il est extrêmement humain. Les gens qui viennent au monastère pour les cérémonies en souvenir de l'archevêque qui vient de mourir, ils sont toujours complexes. Il y a une famille qui arrive, les rapports entre les enfants et les parents sont très bien décrits. On ne peut pas dire que c'est un livre facile. Je vais dire, lire la fin, quand le jeune qui les regarde, ils sont vraiment éblouis par son discours. Le silence tomba. Il les regardait avec des yeux où se mêlaient peine et admiration. Quel souvenir as-tu de ta vie d'avant? Lui demanda doucement Nikos avec un regard qui manifestait un grand intérêt. Quel souvenir? Ma vie, c'était l'école, le travail sur le caïque et l'église. Trois choses. C'était ma vie d'enfant avant que je prenne la soutane. Dans le film, on a une très belle scène, très émouvante, où le papa, le père de Vikendios, avant qu'il s'appelle Vikendios, dans un caïque, conduit son fils au monastère pour l'abandonner, comme s'il n'avait plus le revoir de sa vie, comme s'il était mort, son fils. Il y a des petits gestes quand il touche l'épaule de son fils, le père, c'est d'une émotion totale. Et vous voyez que notre ami Yannis Makridakis, parce que même si on s'est énervé de temps en temps, il est un grand ami, un ami sentimental, un ami par son écriture. Il a continué, il a écrit un autre livre. J'ai perdu mon papier comme d'habitude. Oui, je l'ai trouvé. Plein d'autres livres. Et il y a maintenant chez Makridakis la première veine, c'est Kambourakis, pardon, la première veine, traduit par Clara Villain,
qui est un livre complètement différent, qui se passe presque tout dans le bordel, un bordel en Crète, et avec un marin qui voyage dans le monde. Il considère que c'est l'éditeur croit ou dit, peut-être c'est vrai, c'est un dialogue avec le grand poète Nikos Kavadías et c'est à discuter et on n'a pas mis ces livres aujourd'hui parce qu'on va parler, quand on va parler de quart de Nikos Kavadías et le dialogue entre les deux livres. Alors Nikos Makridakis, c'est un auteur qui aime le lecteur, mais en même temps, il le provoque. Et nous avons, le lecteur s'identifie, peut-être moi je m'identifie, et le lecteur s'identifie avec les deux jeunes qui vont lui rendre visite. Je vous donne encore un message et on finit avec ça. D'autres mariages eurent lieu là-bas. La vie ne s'arrêtait pas avec la guerre et l'exode, mais aucun ne se passa comme le leur. Peu après le jour de Pâques 1942, avec tous les gens du campement comme invités, à l'unique pope qui avait 100 ans et ne savait plus rien d'Isaïe. Mais la vie est ainsi faite que ce matin-là, l'archevêque des forces armées, Panteleimon Photinis, vint visiter les réfugiés, prit les reines et les maria à la place du pope. Il chantait les psaumes et le vent soufflait dans la toile des tentes. Tous sautaient derrière leurs mains. Quel sens ont les jeunes mariés? Et de nombreuses femmes enviaient le mariage de la belle. Cependant, Stratis repartit le jour même, après la fête donnée dans la cour de la tante église. Il embrassa sa bien-aimée et remonta sur le bateau. Les cuirassés, ignorant mariage et autres liens, appareilla vers l'Égypte. Vous voyez, on est toujours dans la Grèce de la diaspora. Ainsi est la guerre et les souffrances du peuple grec. Ainsi, les mois passèrent-ils pour les jeunes mariés qui n'avaient peut-être pas dormi ensemble plus de 10 nuits sous la tente. Il revit plus tard sa jeune femme, longtemps après, quand il revint de l'escorte qui avait conduit l'armée jusqu'au Maroc. Arrivé au port, il courut avec impatience vers sa tante quand un compatriote lui annonça la nouvelle depuis la route. Sa femme attendait un enfant depuis 3 mois déjà et lui, de joie, lança son képi vers le ciel. Il acheta des douceurs et des boissons à l'épicerie, but tout le long de la route et arriva au campement à moitié enivré. Il alla d'abord l'embrasser et fit ensuite le tour des tentes en offrant à boire à tous. Mais sa joie tourna court 6 mois après. L'accouchement était difficile et la belle perdit la vie là-bas, dans la tente. Les médecins ne purent même pas sauver le nouveau-né. Le malheureux apprit la nouvelle alors qu'il était derrière les barbelés, à Deckenmare. Les Anglais les emprisonnèrent dans les montagnes d'Abyssinie après le mouvement. Un soir, ils avaient abordé la Vérof ancrée dans le port d'Alexandrie et séparé du troupeau de brebis galeuses. Stratis fut mis avec les gens de gauche et tous se retrouvèrent derrière les barbelés. Il passa 2 ans et demi en prison, rongé par un chagrin incurable. Il ne reverrait plus jamais sa belle, mais son image vivait dans son esprit, inconsolable. Il pleurait chaque nuit. Arriva le jour où finirent les souffrances de la patrie. La guerre était terminée. L'Axe avait été vaincu par les forces alliées. Les exilés furent libérés. On remplit les bateaux du Nil avec des malheureux fantassins grecs qu'on emmena plus haut en Égypte et de là vers leur patrie libre. Stratis, lui aussi, quitta l'uniforme bleu, mais ce fut pour endosser le noir. Sa décision avait déjà été prise derrière les barbelés. Il ne rentra pas dans sa patrie avec les autres réfugiés. Il resta là-bas, près de la tombe de sa belle. Il alla à Jérusalem et prit l'habit monacal. Vous voyez. Alors il devint Siméon et resta presque un demi-siècle près d'elle. Mais si les cœurs sont scellés, leur oubli, le corps se souvient. La terre est vivante et les rappela vers elle. Un jour, il se décida, rassembla ce qu'il possédait et reçut la bénédiction de son supérieur. Il revint dans l'île comme moine et alla à la Vierge d'Acrotiri pour voir la terre située juste en face et guérit aussi sa peine. Les soirs d'hiver, il s'asseya devant le poêle, les yeux rivés sur les lumières de la côte en face et racontait tout cela à d'autres choses encore à Vikendios, qui était encore un enfant. Ce dernier l'écoutait bouche bée, comme s'il s'agissait d'un conte, et l'angoisse lui faisait serrer sa croix de bois entre les mains. Vous voyez que Vikendios, il est moine, mais permettez-moi de dire, il vit
dans le monde, puisqu'il écoute les histoires des autres moines qui sont des histoires de la tragédie de la Grèce. C'est un livre à lire absolument, à être vraiment dans cette belle écriture, cette beauté de la traduction, cette belle édition des éditions Kambourakis, et vous être touché par cette écriture de Makridakis. Nous espérons d'autres livres traduits en français bientôt, et vous dire que c'est loin d'être une écriture facile, c'est une écriture vraiment émouvante, c'est une écriture qui unit la recherche humaniste, la recherche sur l'histoire de la Grèce et la profondeur de l'âme humaine qui n'est pas du tout quelque chose de simple à comprendre. Je vous remercie et à la semaine prochaine. On ne sait pas exactement les sujets et de toute façon, toutes vos propositions sont là et on va vous voir bientôt aussi au panorama du cinéma grec et peut-être ce dimanche après-demain à la première projection de Grec Doc. Et nous espérons vivement vous voir de nouveau à la Maison de la Grèce bientôt. Merci beaucoup et bravo aux élèves qui sont devenus nos interlocuteurs, qui sont devenus des traducteurs, qui sont devenus des chercheurs, qui sont devenus des éditeurs, qui sont devenus des professeurs de grec moderne. C'est ça qui est l'espoir, que nous ne serons plus des professeurs et des élèves, nous serons des amis qui travaillons main dans la main pour la connaissance de nous-mêmes, pour l'apprentissage du grec moderne à travers lequel nous apprenons à nous connaître nous-mêmes. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne nuit.